Nicolas Burgy, qui accueille aujourd'hui notre confrère Pierre Péan. Alors, avec votre permission, Nicolas, j'aimerais tout de suite lui poser une première question. Nous avons entendu le téléjournal tout à l'heure nous annoncer que Jean Bédel Bokassa était rentré en République centrafricaine. Or, Pierre Péan est l'auteur d'un livre qui s'appelle Bokassa Ier. Alors, vieille connaissance. Que pense-t-il de ce retour? Ce qui m'étonne, la première réflexion, c'est comment il a pu arriver là-bas, parce que c'est quand même un homme surveillé, il devait rester là. Comment il arrive à Bangui? Alors ça, c'est la première question. Je peux vous assurer que dès ce soir, en rentrant à Paris, je vais passer quelques coups de téléphone, parce que ça me trouve ça bizarre. Et ça, on peut lui faire confiance, parce que Pierre Péan est donc l'auteur de pas mal d'enquêtes extrêmement intéressantes, notamment Affaires africaines, publiées chez Fayard, et puis aussi l'affaire des avions renifleurs. Je pense que même les Suisses se rappellent bien de cette affaire. Et puis maintenant, aujourd'hui, toujours chez Fayard, Secret d'État. Alors, c'est une des plus belles enquêtes journalistiques que j'ai eu l'occasion de lire depuis longtemps, parce qu'elle touche à tout. C'est une enquête, c'est une démystification du secret d'État. On parle de secret défense, de secret militaire, d'espionnage, de contre-espionnage, d'absolument tout. Mais Pierre Péan, puisque cet ouvrage s'intitule Secret d'État, qu'est-ce que c'est que le secret d'État en 2 mots? Deux mots, c'est dur, mais enfin, c'est beaucoup de choses. C'est aussi bien la protection de la bombe nucléaire, c'est bien où sont dirigés les missiles. C'est aussi quand on prépare une dévaluation ou quand on prépare une réévaluation, ça, c'est des secrets d'État. Non, d'accord, mais c'est pas que ça, quand même, soyons clairs. C'est pas que ça concerne les gens. Parce que théoriquement, la justification du secret d'État, c'est la survie de l'État. Mais toujours, il y a des choses qui sont moins belles que ça. Parce que le secret, c'est une organisation, c'est une forteresse. Ce sont des forteresses dans un pays. Et derrière ces forteresses, il se passe des choses qui sont moins belles. Écoutez, par exemple, de façon illégale, les citoyens qui ne mettent Par pas... téléphone. Le téléphone, ou regarder leurs dossiers fiscaux, ou des choses comme ça. Dans votre préambule, qui est extrêmement fourni, vous expliquez qu'il y a diverses classifications de secrets d'État en France. Effectivement, il y a toute une classification. Il y a d'abord le plus bas, confidentiel défense. Ensuite, il y a secret défense. Et ensuite, très secret défense. Ça, c'est vraiment, là, on en rentre dans le temple, le grand temple. Là. Il y a un service de l'administration française qui s'occupe de surveiller un peu cette classification. Et vous dites aussi qu'il s'agit de surveiller qu'un secret ne vieillisse pas. Alors, cet organisme, effectivement, c'est un peu le chef d'orchestre de l'organisation du secret. C'est le secrétariat général à la défense nationale. Et une des grandes préoccupations de ce service, c'est faire en sorte que il n'y ait pas une accumulation chaque année de tous ces secrets. Sans ça, s'il y a trop de secrets, il n'y a plus de secrets. Alors, comme dans tous les magasins de ménagers, électroménagers, eh bien, il y a des inventaires chaque année dans tous les services où il y a des secrets, et on élimine. Et on jette. Alors, on voit ce qu'il y a, puis on élimine, on jette. Alors, pour sortir un peu du cadre français, vous dites que, bon, on le sait un peu, que les services d'intelligence de tous les pays se livrent une guerre sans merci, notamment les Américains et les Russes, c'est connu. C'est pas nouveau. Mais ça va tellement loin que vous dites que, vous racontez cette affaire d'un attaché militaire américain à Moscou qui a annoncé lui-même à un diplomate français, l'expulsion de 47 diplomates soviétiques de Paris. Comment ça se fait? Ça montre une chose, c'est que d'abord les services sont très cloisonnés en France, et quelquefois ils préfèrent communiquer à d'autres services plutôt que de communiquer à l'intérieur de la France. Secret, c'est un peu ça aussi. Problème de communication, problème de désinformation, ça c'est un mot qui est très à la mode maintenant. On recevait Roland Jacquard l'autre jour aussi à Midi Public qui nous en parlait. La désinformation, c'est un peu prêcher le faux pour faire comprendre à l'envers, c'est la guerre CIA-KGB. Eh bien, la désinformation, c'est mettre les médias, et donc ce qu'il y a dessus, au service de la guerre entre les différents pays. Et c'est bien que les mots sont utilisés comme des missiles. Alors nous, on est au milieu, les journalistes, et donc il faut faire très attention quand on a une information qui concerne des choses secrètes, eh bien savoir si on n'est pas manipulé et si on ne sert pas de vecteur à des missiles. Alors on sait que les Russes sont très forts en désinformation, mais plutôt sur le plan intérieur, pour le plan extérieur aussi, mais les Américains se défendent pas mal non plus, même les journalistes, vous dites. Ce que vous savez, j'ai pris tout simplement dans les rapports du Congrès, j'ai 3000 pages déjà chez moi, et on raconte comment la CIA consacre beaucoup d'argent pour financer des livres, pour financer ses propres journalistes qui sont en fait, je ne sais pas ce qu'on doit dire, journalistes ou agents secrets. Il en a comme ça il y a un cumul des fonctions. Cumul des fonctions, et qui sert à des moments donnés à donner des informations fausses. On a vu ça récemment. Il y a une désinformation qui s'est produite et qui est connue dans l'été dernier sur Kadhafi. L'Amérique a voulu dire qu'elle allait attaquer Kadhafi. Mais le porte-parole qui a transmis ça, il a démissionné. Je crois que ça n'arriverait pas en France. Non, c'est curieux, effectivement. Et vous parlez beaucoup aussi de secrets industriels et technologiques. C'est le plus important, parce que c'est ce qui va faire, c'est vraiment ce qui va faire d'une nation une grande
grandes nations dans la bataille de demain. Et donc, c'est les secrets qu'on trouve aujourd'hui. C'est ça qui devrait être protégé, qui est effectivement sans doute le plus protégé. Et on ne sait jamais si ces secrets ils vont véritablement servir à la défense ou pas. Mais en tout cas, dans la bataille économique, c'est ça qui servira demain. Alors, en tant que Suisse, je ne peux pas m'empêcher de vous demander ce que vous pensez du secret bancaire. Est-ce que le secret bancaire est aussi une forme de secret d'État? En tout cas, c'est exactement de la même nature. Il s'agit de la survie des banques, et donc comme l'autre est la survie de l'État. Et puis je crois que pour la Suisse, c'est au moins aussi important que le secret d'État. Il y a mille et un sujets qu'on pourrait encore aborder. Il y a évidemment un thème maintenant qui est à la mode, c'est triste à dire, c'est le terrorisme. Est-ce que la lutte contre le terrorisme, à votre avis, justifie le secret d'État? Ben, elle devrait le justifier, mais si je lis les journaux depuis l'attentat de la rue de Rennes, je vois des fuites énormes. Alors, et comme c'est des fuites qui donnent des informations contradictoires, il y a des gens qui se sont fait manipuler. Je considérerais qu'effectivement, le secret légitimerait cette défense contre le terrorisme. Vous dites que des expériences ont été faites dans les centrales nucléaires, des expériences antiterroristes, hypothèses. Ce sont des hypothèses, c'est des plans, je veux dire, de lutte antiterroriste qui s'appelle Piratox. Mais ça ne se passe jamais comme on a prévu. Mais je crois quand même savoir que depuis quelques jours, il y a autour des centrales, il y a une extrêmement grande vigilance et les mesures de sécurité ont été renforcées parce qu'il y a eu des bruits comme quoi les terroristes pourraient s'attaquer aux centrales nucléaires en France. Alors en 2 mots, on va conclure. Je vous félicite une fois de plus pour ce remarquable ouvrage journalistique. En 2 mots, vous avez eu des ennuis, vous, il y a 2 ans aussi, lorsque vous avez publié Affaires africaines. Oui, beaucoup. On a toujours l'impression qu'en France, à un moment, les enquêtes s'arrêtent, qu'on ne fera jamais la lumière totalement. Ben c'est vrai, pour calmer l'opinion publique, les politiques, quels qu'ils soient, de gauche comme de droite, ils disent oui, on va faire une enquête, on va faire une commission d'enquête. Alors là, ça calme tout le monde. Puis on va la publier même. Mais on s'aperçoit qu'elle n'est jamais publiée parce que les lobbies, ça fonctionne en France aussi. Et donc, de lobbies de toutes sortes et qui empêchent toujours la publication et ça s'arrête toujours sur n'importe quel sujet. Merci Pierre Perrand. Je vous rappelle le titre de votre livre, Secret d'État, aux éditions Fayard. Thierry Maslow, je sais que vous êtes passionné d'espionnage et de bruit de coulisses et d'administration. Je vous conseille vivement la lecture de cet ouvrage.